Bonjour à tous. Nous allons commencer cette présentation concernant les stations de pompage du bassin liégeois, pour lequel je me fais votre interlocuteur aujourd'hui, en reprise d'un travail amorcé de longue date lors de mes études en architecture. Ça va? Dans le fond? Non? On me rapproche. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ok. Ça va. Pardon, je reprends. Je vous remercie à tous pour votre présence et pour l'intérêt que vous manifestez à l'évocation de leur sujet. Je ne suis également pas très rodé à ce type d'exercice et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les hésitations que je pourrais avoir. Au travers des différentes slides projetées, je vous accompagnerai donc dans la découverte de ce réseau établi que l'on dénomme le démergement, du contexte qui les a vus émerger aux différentes phases de construction qui les ont édifiés, jusqu'aux considérations qui nous sont actuelles, 100 ans après les événements des inondations de 1925-1926, dont la conscience liégeoise est encore tristement marquée. Le démergement est donc théorisé très localement et se définit comme étant le fait de rendre berge à un territoire émergé. Pour faire simple, c'est émerger de nouveau. Donc immerger, on met dans l'eau, émerger, on ressort, et d'émerger, on vient redécouvrir un territoire. Quelques mots courtement alignés pour définir un mécanisme beaucoup plus complexe dont l'action humaine se place en réaction comme aux prémices de ce phénomène. De tout temps, le bassin liégeois est connu pour l'exploitation de sa houille, de façon sporadique comme intensive, et connaît des aléas à plus ou moins fortes conséquences de débordement de la Meuse sur son tracé. Seul le territoire de la ville de Liège, sur une superficie de 200 hectares, est exempt de cette activité dès 1810. 1925-1926 est fortement impacté par un cumul d'événements qui lui sont défavorables, parfois même en dehors de son territoire liégeois, et pour lesquels les conséquences n'en seront que plus dévastatrices. L'étassement des terrains sur les localités ayant connu une activité minière intensive et dont les galeries d'exploitation n'ont pas été comblées suite à la fermeture des concessions, à l'arrêt des pompages, suscite la remontée de la nappe aquifère, occurrent des vides et les effondrements de 5 à 10 cm par année des terrains. Les caves sont également continuellement inondées. La déforestation des flancs de coteaux de la Meuse en amont joue également un rôle essentiel dans l'afflux du ruissellement qui vient gonfler les flots de la Meuse. Les dragages de la Meuse partiels ou tout juste achevés et entamés dès 1880, augmentant fortement le courant dans ce goulot. Et l'édification des murs anti-crues, inachevés pour prémunir les populations locales lors d'un débordement sévère, occurrent donc la crue centenale que nous avons connue en 1925. À conséquence à gros impact, ce combo dévastateur provoque une hausse importante du niveau d'étiage de la Meuse, de par le volume en augmentation s'engouffrant dans la vallée, comme de l'augmentation de son emprise, due à l'effondrement des sols, laissant peu de remparts et libre cours aux flots de s'évaser à leur bon vouloir sur ces territoires en bordure. Théorisé, débouté, remise à l'étude, le démergement imaginé par Hector Biefno dès 1920 ne voit le jour qu'en 1928, en parallèle de la construction du canal Albert et de la réfection des abords et des infrastructures de la Meuse endommagées suite au précédent conflit mondial, dans le programme des grands travaux. Le principe en est assez simple. Pomper les eaux excédentaires de la Meuse est fantasque, donc facilitons son évacuation, élevons des remparts pour la canaliser et nous en prémunir. Et rejetons toute stagnation au pied des coteaux en guidant artificiellement cet excédent maîtrisable. Petit à petit, et principalement sur les 6 communes les plus impactées et en souffrance, des murs s'érigent brutalement et de curieux édicules font leur apparition. Notamment dès 1928 sur le territoire de Flémal Haute, Grande, Gemep, Ougré, Tilleur et Serein,
rejoint par la suite dès 1941 par Angleur, Ivoramé, Jupy, Wandre, Vivny, Herstal et Chorat. Le premier dispositif mis en place se présente comme un réseau supérieur de conduite secondé par des bassins d'orage qui amènent par gravité les eaux provenant des hauteurs jusqu'à la Meuse sous un ensemble identifié par des exutoires et des collecteurs. C'est ce que vous pouvez voir ici en haut des coteaux et qui vient jusqu'au bas de la colline pour rejoindre la Meuse. Le deuxième dispositif est réparti quant à lui en 2 corps respectant chacun une hiérarchie bien établie. Les stations dites secondaires, travaillant plus en profondeur, se chargeant des eaux remontant de la nappe aquifère et empêchant ainsi l'inondation des caves d'immeubles. Ce sont les eaux d'infiltration qui sont donc reprises. Les stations dites principales, qui viennent les compléter, captent et expulsent les quantités excédentaires prisonnières dans la plaine et issues des pluies importantes. Donc ce sont la reprise des eaux de surface, que vous voyez en rouge. Et, pardon. Sur le schéma ci-dessus, une station principale est comme ceci en pied du mur anti-crue et une station secondaire est ici en retrait par rapport au territoire qui vient chercher la nappe aquifère dans un réseau inférieur qui est repris ensuite par une station principale qui vient se rejeter dans la Meuse. La volumétrie est constituée d'un corps principal flanqué de plusieurs volumétries cubiques, secondaires et d'un élément vertical pour les stations principales. Le tout forme un pavillon dont les 4 façades s'ouvrent sur la parcelle. L'accès au bâtiment se fait volontairement à l'étage par l'intermédiaire d'une volée d'escalier surplombant le massif des cuves d'amorçage. Le corps principal, quant à lui, contient 2 niveaux équivalents. L'un, à l'étage, renferme la partie électrique constituée des transformateurs, des commutatrices, d'une pompe à vide et d'un tableau de commande de sécurité, tandis que l'autre, au rez-de-chaussée, abrite les pompes de la station et le tableau de commande principal. La volumétrie de l'espace s'explique par la présence de ponts roulants sur les 2 niveaux servant à la manutention et l'entretien des pompes et de la machinerie. Les pièces sont ainsi acheminées du volume d'entrée jusqu'au niveau du rez-de-chaussée par l'intermédiaire d'une trappe reliant les 2 niveaux. Les extensions secondaires s'expriment en façade, constituent le refuge du transformateur. Cette cuvette se trouve au niveau du plancher de l'étage du volume principal, à l'abri d'une possible montée des eaux. Il n'est pas rare de retrouver des fonctions annexes, sanitaires, armoires, vestiaires, établies, dans les loges placées dans les contreforts des stations. Le volume vertical est constitué d'un pied monolithique de forme octogonale ou rectangulaire, surmonté par un encorbellement géométrisé reprenant le même motif. L'ensemble se reconnaît comme étant une tourelle servant à l'amorçage des pompes et s'apparentant à la forme des châteaux d'eau et de leurs réservoirs. Donc ce sont pour toutes les tourelles qui sont assez identifiables sur les stations principales. En comparaison d'une station secondaire, qui va chercher la nappe phréatique plus en profondeur, on peut voir que les niveaux ne sont absolument pas les mêmes. Et bien que les édifices des stations secondaires sont beaucoup plus petits en volumétrie, ils se développent beaucoup plus en profondeur en réalité. Et les stations principales s'expriment beaucoup plus en volumétrie au niveau de la surface, mais vont chercher très peu en profondeur les eaux à reprendre. Je vous ai également mis une photo pour vous rendre compte aussi du vertige qu'on peut exprimer quand on se situe sur le premier palier en arrivant dans ces bâtiments. Et ici, c'est une carte issue d'un fascicule du ministère des Travaux publics, des Ponts et Chaussées, qui reprennent l'emprise des inondations de 1925-1926 et qui élabore également les principes fondateurs du démergement. Donc cette carte, je vais la reprendre par après pour asseoir le propos. Aujourd'hui encore, le souvenir populaire des événements est entretenu par des plaques en fonte, immortalisant les niveaux critiques atteints par les eaux, bien plus parlantes que ces édifices tombés dans le silence. Ça faisait partie également du fascicule, et je vous ai placé en bleu les stations principales, en vert les secondaires, et on voit qu'elles suivent le lit de la Meuse sur les communes que je vous ai citées tantôt.
Ici, je vous ai retraduit en carte, à partir des données précédentes, les implantations des stations. Hop. Et je vous propose de vous découvrir. Une importante collection de plans et de clichés historiques des stations de pompage sont à l'origine de la constitution d'un inventaire, objet de mon travail, réalisé en collaboration avec l'AIDE. Ces ressources documentaires ont permis de rassembler les données suivantes: localisation, type, date d'initiation du projet, date de mise en service, date de leurs transformations éventuelles, nom de l'ingénieur si identifiable par sa signature, style architectural, identifié sur base de la bibliographie de cette thématique. Comprenez ici aussi pour la suite de cette présentation que je me contente simplement de relater et documenter une situation qui tend à évoluer et que je ne me place aucunement dans son jugement. L'inventaire ainsi constitué regroupe un ensemble de 39 stations de pompage. Chacune d'entre elles se découvre au travers d'une identification dont vous avez quelques extraits à l'écran. Ce répertoire inédit se cantonne aux bassins liégeois et aux stations construites durant le XXe siècle. Le choix de la période se justifie par le grand nombre de réalisations qu'elle comporte et par la qualité architecturale des bâtiments qu'elle regroupe. Ainsi, par localisation, nous pouvons traverser différentes époques architecturales au sein des différentes communes. Ça se présente un petit peu comme un musée en plein air, où on peut parcourir les différents styles architecturaux. Ici, la carte reprend également le territoire suite à la fusion des communes en 77, mais évidemment, les stations étaient beaucoup plus éparpillées quand ce n'était pas le cas. Si on les classe uniquement par style, de 1930 à 1940, les édifices immergés dans la nappe aquifère sont des monolithes étanches en béton armé, conçus pour résister aux différentes sollicitations des tassements différentiels. Leurs façades et leurs frontons géométriques sont principalement recouverts d'un cimentage lisse de couleur gris, à l'exception de 2 d'entre elles parsemées d'un appareillage de briques, tantôt peintes, tantôt de couleur rouge. Les façades sont quant à elles composées d'une alternance de colonnes aux astragales en béton armé et de baies étroites dont les rythmes sont calqués sur les travées du volume principal. Notons la présence de garde-corps et de supports de luminaires stylisés aux motifs géométriques présents à l'intérieur comme à l'extérieur des stations. L'ensemble des pièces intérieures sont recouvertes d'un granito ou d'un terrazzo au sol qu'une simèse en chêne vient arrêter sur le soubassement des murs. On observe pour la période de 45 à 60, les édifices sont toujours immergés dans la nappe aquifère, sont toujours des monolithes étanches en béton armé. Leurs façades sont toujours composées d'une alternance de colonnes en béton armé, dont le rythme est calqué sur les travées des volumes. Mais le lettrage des stations est toujours présente, mais les frontons disparaissent. Ces mêmes travées sont composées d'un parement de briques rouges et jaunes, que viennent agrémenter le jeu des baies étroites. Notons la présence de garde-corps stylisés aux motifs tubulaires, cette fois-ci, présents à l'intérieur comme à l'extérieur de la station, et également le recouvrement généralisé d'un terrazzo au sol et l'expression de porte-drapeau iconique de ces volumes. Certaines des stations sont également ornées du blason de la ville, haute, et possèdent des astragales recouvertes d'une feuille de cuivre. La pierre de taille fait son apparition et orne les seuils de fenêtres des stations et le soubassement de leurs murs d'enceinte. Bien que les stations se parent d'éléments standardisés, faisant référence à la période vue précédemment, l'expression générale qui s'en dégage évoque la simplicité des volumétriques cubiques et la sobriété de ces lignes. La période suivante, de 60 jusqu'aux années 90, reprend les codes rationalisés vus précédemment pour évoluer vers sa plus simple expression. La technique évolue, les tourelles disparaissent, et les volumes sont réduits à leur plus simple expression.
Cette cartographie simplifiée permet de saisir au premier regard l'évolution des volumétries qui caractérisent les stations. Le style se rationalise et voit disparaître les tourelles qui leur sont si singulières. Au fur et à mesure que la technologie évolue, les stations sont automatisées et simplifiées à leur stricte fonction. Et certains volumes ne trouvent plus leurs utilités, car de nos jours, l'amorçage par le vide des pompes n'est plus nécessaire, tout comme leur occupation permanente. Les stations offrent également une diversité architecturale en rapport avec leur chronologie et celle de leur construction et leur implantation au sein des communes qui les accueillent. Il n'est pas rare de trouver plusieurs expressions architecturales dans la même localité, liées aux campagnes d'édification et de ce fait aux budgets qui sont accordés pour la sécurisation progressive du bassin. Les concepteurs changent et les bâtiments se font moins ostentatoires. Concernant leurs implantations, si je reprends quelques exemples de stations, vous avez à gauche Gemep 7. Cette station se situe en bordure de Meuse, dans une zone d'habitation dense au sein de l'ancienne commune de Gemep-sur-Meuse, au sein d'une forte densité d'habitation qui constituait l'îlot initial, jusqu'à ce que celui-ci soit remanié au gré de la vie et de la nouvelle mobilité, avec les aménagements du parking des Quatre Grands. Dans le contexte surchargé de l'époque, l'édifice est conçu initialement avec 2 cours d'accès paysagers. L'ensemble est aujourd'hui plus que visible depuis les rues voisines et domine par sa présence l'espace qui l'entoure. En contrebas du quai de la Meuse, la station dévoile 2 de ses façades et son imposante tourelle depuis le parking encaissé qu'elle côtoie. À droite, vous avez la station de Flémal 3, station de pompage située au sein de la commune de Flémal, dans une zone commerciale en bordure de Meuse, appartenant à l'activité économique de celle-ci. Le bâtiment côtoie notamment dans son contexte immédiat un hypermarché et son parking. Les abords du site connaissent de nombreuses évolutions au cours du dernier siècle. Les voies d'accès au site sont remaniées au gré des entreprises et sociétés qui s'y implantent, tout comme l'urbanisation diffuse qui autrefois l'accompagnait. C'est notamment ainsi que les rues qui lui étaient attenantes disparaissent, avec les bâtiments qui les bordent au profit de la zone commerciale. La séquence extérieure est particulièrement soignée dans l'implantation des circulations contournant le bâtiment, dont les escaliers et les rampes participent à magnifier la découverte d'un espace encaissé et imperceptible depuis le quai. L'édifice découvre une façade sur 3 niveaux, dominant une généreuse cour végétalisée avec, à l'époque, un majestueux magnolia en agrément. En examinant la localisation des stations de pompage, on remarque un changement de volumétrie en fonction de leur éloignement par rapport à la Meuse. Paradoxalement, les stations de pompage qui cherchent profondément la nappe phréatique sont des édifices beaucoup plus petits, en comparaison des volumes imposants des stations principales. Certes, les prérogatives techniques et le cubage à évacuer en sont les premières raisons. Ce constat ne leur enlève en rien leur qualité d'intégration au sein du contexte urbain, à l'image de la station de Serein 5. Vous voyez, on n'est plus ici. Qui est tout en mitoyenneté, ou encore la station d'Angleur 9, qui est juste à côté, c'est le plan qui est juste à côté. Dans sa remarquable façon de reproduire la matérialité des habitations voisines, comme dans sa façon d'observer une implantation en retrait identique à celle qui constituait l'îlot d'origine. L'analyse comparative qu'entretiendrait la densité des stations avec leur contexte serait un travail aux conclusions intéressantes si la compilation de ces données pouvait être documentée. Au niveau des détails, je prends l'exemple de la station de pompage de Serein 1, qui fait partie des premières stations construites au cours des années 30. La station est en service depuis 1937. Ses plans comportent la signature d'Hector Biefno en 1934. Le bâtiment possède 4 façades et n'est pas conçu pour accueillir une mitoyenneté. Cette fois-ci, son accès et sa façade principale font face à la Meuse et tournent le dos à la rue du Barrage. La parcelle l'accueillant est à l'origine partiellement enveloppée d'une haie fournie de conifères qui fut coupée pour des raisons de sécurité et de visibilité. L'écrin ainsi formé le préserve de son contexte et ne laisse percevoir que sa tourelle de l'extérieur, laissant paradoxalement ses pilleurs à l'abri des regards. La haie s'ouvre et découvre une façade surmontée d'un fronton contenant le lettrage « Station de pompage ». Numéro 1, appréciable depuis le nouveau tracé du Ravel, ancien chemin du halage. Les circulations contournant le bâtiment sont particulièrement soignées. Les escaliers participent à magnifier la découverte de l'espace
Alors imperceptible de l'extérieur, la façade sud, coiffée elle aussi d'un large fronton, s'élève sur 2 niveaux, dominant un parterre aménagé au bas des talus présents à l'arrière du terrain. Hop. Chaque élément métallique extérieur appartenant au bâtiment est recouvert d'une peinture bleu turquoise, à l'exception du lettrage en cuivre au nom de la station que contient le fronton. L'art déco est visible dans les garde-corps et dans les supports des luminaires stylisés, aux motifs géométriques présents à l'intérieur comme à l'extérieur de la station. La matérialité du béton armé, brut et monolithique, est ainsi adoucie par le relief et la géométrie qui animent ces dernières. L'ensemble des pièces intérieures sont recouvertes d'un granito au sol qu'une simèse en chêne vient arrêter sur le soubassement des murs. Les différents tableaux de commande du volume principal sont encore habillés de leurs panneaux de marbre avec leurs leviers en cuivre côtoyant les pompes d'origine en sommeil. On remarque ici l'emploi de matériaux assez nobles pour cette station qui en réalité est plutôt un pavillon inaugural fêtant le 10e anniversaire du déménagement en 1938. J'ai pris aussi d'autres exemples d'escaliers qu'on pouvait trouver dans les stations. Et le soin particulier qu'on peut apporter à des éléments qui peuvent paraître anodins. La compréhension des caractéristiques culturelles des stations raconte la relation qu'elles entretiennent avec le contexte. La connaissance de celui-ci permet le développement d'un propos plus juste sur leur qualité d'intégration et sur la mémoire urbanistique qu'elles sont parfois les seules à encore témoigner. Tout comme l'observation des détails architecturaux, des volumétries, des circulations et des décors qui attestent encore de nos jours d'une technicité et d'un savoir-faire des corps de métier de l'époque. De nos jours, la plupart des baies ont été remplacées par du plexiglas, ne comportant aucune division, afin de lutter contre les intrusions et dégradations dont elles ont été victimes. La fonction publique sur la station de Tilleur, ici, dans le coin du massif, comportait des urinoirs publics accessibles depuis l'extérieur. De nos jours, cette initiative pour la collectivité n'existe plus. Victimes d'incivilité, celles-ci sont fermées puis emmurées. L'ensemble de la station de Seraing numéro 2 est quasiment imperceptible depuis les rues voisines et se trouve au bout d'une voie délaissée, mettant en exergue la mise en danger que peut représenter l'implantation désormais reculée de certains de ces édifices. À l'origine, le massif de vannage comportait une série d'œils de bœuf en soubassement de ses façades extérieures ainsi qu'un jeu d'ouverture. Comme on peut encore les apercevoir sur la façade nord aujourd'hui, quelques fissures dans le réglage et le cimentage réalisés durant les travaux de modernisation suggèrent leur ancien emplacement. Ces modifications interviennent suite aux nombreux sévices que les bâtiments subissent, tags, vols de matériaux, bris de glace, départs de feu. Ces incivilités compliquent la tâche déjà complexe de l'AIDE par l'entretien supplémentaire de ces édifices salvateurs. Pour le cas de la station Seraing 6, on constate l'apport d'une nouvelle matérialité, respectant les tons d'origine par un bardage en tuiles de céramique montée sur rail et présentant la particularité d'être interchangeable et non polluante, pour parer au remplacement du matériau d'origine en ruine de façon provisoire ou définitive. Néanmoins, cette matérialité ne permet plus de distinguer la nouvelle construction de l'ancienne. Ces rénovations témoignent d'une autre forme de réflexion dont l'amorce est basée sur l'innovation technologique de nouveaux matériaux, permettant ainsi la maîtrise du coût et de l'entretien de ces ouvrages, sans en altérer ces marqueurs fondamentaux. Concernant... Ici, je vous ai mis également deux autres qui illustrent un petit peu cette volonté où on vient en fait complètement mettre à nu les parements, où on a juste que le coffrage en béton qui est visible. Ici, c'est la station qui est juste à côté du siège de l'AIDE, que l'on voit un petit peu écorchée également. Ça fait maintenant, je pense, 2 ans qu'elle est dans cet état-là. Et il est possible que tout ça suive le même chemin. Concernant Seraing 3, que vous voyez ici en façade, et ici c'est une vue de son intérieur. Ragréage du cimentage problématique vis-à-vis du monolithisme et de sa teinte.
Également mise en couleur contemporaine des différents niveaux du volume intérieur pour une meilleure lecture de celui-ci. Idem pour la colorimétrie des éléments permettant l'identification de la station, ferronnerie, luminaire et lettrage au pattern actualisé du logo de l'AIDE. Si je liste rapidement les différents défauts, il n'échappe pas aux efflorescences, au recouvrement biologique, aux salissures noires, au suintement, aux traces de rouille, à la corrosion des armatures, à la fissuration du parement, au gonflement du béton, au faïençage, écaillage et pauvreture, et décollement du parement de briques. Nous avons brièvement parcouru les différents traumas dus à la constitution intrinsèque des bâtiments, dans leur conception et leur matérialité, à l'évolution contextuelle qui peut se révéler en leur défaveur, dégradation naturelle, incivilité humaine, et à la question légitime de leur pérennité au-delà de la valeur patrimoniale qui pourrait leur être allouée. Le but de ce rapide passage en revue est de prendre position sur l'image de la nouvelle façade, tant techniquement que visuellement, tout en respectant la valeur historique de celle-ci. Des considérations esthétiques peuvent en diriger le développement, mais ne doivent en aucun cas prêter à confusion sur la matérialité qui les compose. Le problème qui se pose ici pour le béton réside dans la conservation de son monolithisme lorsque celui-ci est dégradé. Toute intervention reste visible jusqu'à l'en recouvrir. Le remplacement d'un élément soulève beaucoup plus de questions en amont que la station de Serein 6 simplifie par l'interchangeabilité de son parement. Il est important de souligner qu'une parfaite connaissance du monument est indispensable tant de son histoire que de ses matériaux et des pathologies dont il souffre pour pouvoir choisir des réparations adéquates qui ne sont envisageables que par l'instauration d'un dialogue entre l'ingénieur, l'architecte et l'historien de l'art. Je travaille actuellement pour l'atelier d'architecture du Certillement et en tant qu'en tant que suivi de projet, je vais y arriver, sur le master plan du développement de l'écoquartier à Courmeuse, j'ai pu découvrir de façon complètement inopportune une station dont j'avais parlé dans le préambule de mon mémoire et que je n'avais jamais trouvée. Cette station, aujourd'hui, elle a été identifiée ici. Et elle se trouve en fait à l'arrière du Grand Palais qui reste également dans les parages, et on a la petite école communale de l'Équerre qui se trouve juste à côté. C'est une station un peu fantôme pour moi. Elle vient de l'ancienne exposition de l'eau de 1939. Et c'est un reliquat au même titre que les autres bâtiments que je viens de citer qui sont sur le même site. Elle est toujours fonctionnelle et récemment elle a connu la démolition de la petite maison qui lui était attenante et dans laquelle se situait le logement du technicien qui l'entretenait. En plan, on la voit également ici. Il y a également une énigme, c'est que on a souvent supposé que c'était l'architecte Mouchen qui avait dessiné la plupart des stations. Moi, au cours de mon travail, je n'ai pas pu établir ce lien. Néanmoins, à chaque fois qu'un de ces bâtiments sont dans les parages, il y a toujours une station. Le constat des incivilités et de l'image de la station reste au centre des discussions. Si l'on s'appuie sur le cas de la station de Flémal 3 et de sa mise en valeur par un éclairage bleu dans le cadre du plan Lumière développé par Radiance et la ville de Flémal, celle-ci occupe une toute autre présence sur le quai qu'elle côtoie. Si l'on se risque à prendre la problématique dans le sens sévère, c'est de se demander comment la station pourrait changer la perception de son contexte. Elle pourrait alors en devenir une signalétique forte et visuelle, donnant un statut positif à la station, qui serait du coup en toile de fond de jour comme de nuit. Aujourd'hui, l'AIDE a une politique de représentation vis-à-vis du public très discrète, à l'exception de quelques événements ponctuels, comme les Journées du patrimoine aujourd'hui, les Journées de l'eau ou les visites pédagogiques de groupes scolaires, témoignant par leur exemple d'une volonté d'ouverture d'esprit et d'intégration et de valorisation de son parc sans en faire la promotion.
Cette présentation, peu synthétique, a enfin pour but de vous informer sur la fragilité du petit patrimoine industriel dont ces architectures de bord de Meuse font partie. Grâce à l'inventaire produit précédemment et cette courte intervention, les stations de pompage vous sont désormais plus identifiables, contextualisées et assurant un lieu familière. Le cordon stratégique que forment les stations et la mise en valeur de quelques caractéristiques qui leur sont communes vous permet désormais de les reconnaître comme un ensemble, édifice singulier, hors du temps, dans la plus grande indifférence de la plupart de ceux qui croisent leur chemin, considérés comme reliquats d'un temps révolu et rythmant les quais de Fléma à la Cherate, véritable garde-fou d'un passé pas si lointain. Ces 39 bâtiments méritent de faire partie intégrante d'une valorisation patrimoniale pour que ces témoins de l'histoire du démergement et du modernisme liégeois se transmettent aux générations suivantes. Je vous remercie pour votre attention.